Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du guide de survie du doctorant. Si vous ne savez pas du tout sur quoi vous êtes tombé, je vous encourage à aller voir l'épisode 0 qui sert d'introduction et un petit peu de mode d'emploi. Si vous êtes là en connaissance de cause, parce que vous cherchez à survivre à votre thèse, votre internat, votre HDR, ou parce que vous avez un doctorant domestique et que le veto est fermé, eh bien c'est parti. On va commencer cette longue série par 3 petits items du matin qui font des très bons points de démarrage. Alors, l'idée de la routine, du rituel, de l'habitude, du moment, ce que vous voulez, appeler ça comme vous voulez, du matin, c'est d'arriver à vous tirer du lit et de faire de vous un individu fonctionnel pour le reste de la journée, parce qu'on va pas se mentir, se lever en dernière minute, sauter dans un pantalon crade de la veille, et puis partir 5 minutes après s'être levé, alors on l'a tous fait au moins une fois, mais c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme, vous tiendrez pas un marathon comme ça. Vous avez sans doute entendu ce conseil absolument partout, mais ici on va essayer de comprendre à quel point il est fondé, pourquoi est-ce qu'on vous le donne, et surtout en quoi c'est important pour vous permettre de vous maintenir à flot. Pun intended. C'est le matin et si vous ne vous êtes pas relevé pour boire au milieu de la nuit, vous venez de passer entre 6 et 9 heures sans boire. Même si vous n'avez pas bougé de votre lit, vous avez quand même perdu de l'eau. Alors, principalement par la respiration, mais ça peut être aussi la sueur, si jamais il fait très chaud, que vous avez un sommeil agité ou que vous avez un conjoint bouillotte. En règle générale, on considère qu'un corps humain moyen de 70 kg contient à peu près 45 litres de flotte. Ce qui veut dire que chaque jour, on perd 2,5 litres, si vous faites 70 kg toujours, et qu'il faut la renouveler. Une partie importante de cette eau est perdue la nuit, puisque la nuit, on ne boit pas, et puis c'est long. Or, dès qu'on atteint une perte de 2% de notre eau, chez moi, ça fait 500 ml. Ça va vite. La diva de service commence à bouder. Je parle bien entendu du cerveau. Le cerveau est un organe extrêmement gourmand dans votre organisme. Il fait à peine 2% de votre masse corporelle, mais il consomme 25% de toutes les calories ingérées et 20% de l'oxygène. Et au final, c'est la même avec l'eau, puisqu'elle le compose à 85%. Si après une nuit passée sans boire, vous avez l'impression que le monde entier vous saoule ou que votre cerveau réfléchit au ralenti, vous êtes peut-être tout simplement déshydraté. Alors, si vous voulez arriver à tenir le coup, commencez par vous donner les bonnes armes. Au lieu de genre partir à la guerre avec des fourchettes là. Une chose qui peut être très simple, c'est de commencer votre journée tout simplement par boire. Ayez une gourde posée près de vous, que vous remplissez après avoir brossé vos dents, lu votre magazine, avant d'éteindre la lumière, que sais-je, je m'en fous. L'idée étant que ça devienne le premier réflexe, la première chose à faire dès le matin, afin de tout de suite permettre de récupérer un cerveau à peu près fonctionnel. Également, si vous êtes déjà arrivé à un stade assez avancé de stress, d'épuisement nerveux ou de fatigue physique, il est possible que votre levée soit compliquée en plus par des symptômes qu'il est toutefois possible de soulager également en buvant de l'eau. Les 2 principaux troubles que vous pouvez rencontrer, c'est l'hypotension et l'hypoglycémie. L'hypotension, tout d'abord, c'est quand la pression sanguine est trop basse pour que le corps fonctionne de manière optimale. C'est en général parfaitement bénin et parfaitement passager, mais si ça s'installe ou si c'est couplé à d'autres symptômes, comme la perte de poids par exemple, et on va reparler du poids, mais tranquillement, vous en faites pas. Il faut vraiment penser à consulter un médecin, parce que ça peut être le signe d'autre chose. Généralement, l'hypotension va se manifester par des vertiges et des nausées. Alors, si ça va jusqu'à l'évanouissement, vous consultez. Genre vite, qui n'aide pas vraiment à avoir envie de se lever, on est bien d'accord, mais ça passe en général au bout de quelques heures ou simplement une fois que vous êtes forcé et que vous êtes lancé. Au passage, si vous avez de manière répétée et fréquente des nausées, pensez à vérifier que vous n'êtes pas enceinte. Juste pour répondre à toutes les personnes qui vont vous poser la question une fois que vous aurez expliqué vos symptômes. Alors, il existe bien des traitements anti-émétiques, mais leurs effets secondaires sont suffisamment problématiques pour qu'on évite de les donner dans des cas de simple hypotension qui est simplement liée au stress et à la fatigue quand il n'y a pas de pathologie sous-jacente. L'eau, pour ça, est une bonne solution à pas cher puisqu'elle augmente mécaniquement votre pression simplement en augmentant la quantité de fluide en circulation.
Si en plus vous avez vraiment des nausées et qu'elles sont fortes, vous pouvez vous aider en additionnant votre eau de jus de citron, l'acide étant un goût assez bien toléré au moment des nausées, ou de gingembre. Alors autant c'est nul en aphrodisiaque, autant sur les nausées on a des études. L'hypoglycémie, quant à elle, peut particulièrement survenir si, à cause du stress et de la fatigue, vous avez un rythme de vie et une alimentation un petit peu anarchique. Parce que vous venez de passer une nuit avec un repas tardif, probablement pas très nourrissant, et en fait, vous êtes juste en manque de calories pour que l'organisme fonctionne. Ça se manifeste aussi par des nausées et des vertiges. Ça peut en plus donner quelques palpitations cardiaques. C'est complètement sans gravité, encore une fois, et ça va passer dès que votre taux de sucre sera remonté. Pour ça, vous pouvez additionner votre eau avec du sirop de manière à récupérer rapidement du glucose. Attention, encore une fois, ça peut être un vrai symptôme de quelque chose de vraiment grave. Donc, si ça persiste dans le temps, si ça ne passe pas dans la journée ou si les symptômes s'aggravent, voyez un médecin pour pouvoir éliminer du tableau un certain nombre de pathologies, au hasard le diabète. Lorsque vous commencez à boire la tasse, c'est compliqué d'avoir envie de se lever chaque matin et d'y retourner. Et je dis bien, si vous commencez à boire la tasse, si vous êtes déjà sous 2 mètres d'eau, vous arrêtez cette vidéo et vous allez consulter. C'est urgent. Je déconne zéro. Pour ça, il va falloir enclencher le cerveau sur un mode « ça va bien se passer ». Je vais faire des trucs, je vais aller à des endroits et ça va bien se passer. Oui, parce que juste le dire et pas y croire, en fait, on s'en fout. Ce qui nous intéresse là, c'est que le cerveau y croit pour qu'il vous porte dans votre journée. Il y a probablement plein de manières d'arriver à faire ça. Je ne sais pas s'il y en a plein qui marchent, mais j'aimerais vous en donner aujourd'hui une qui est assez intéressante parce qu'on a un petit peu des études pour la baquer, le caritatif et le soin aux autres. Ça peut paraître bizarre, mais prendre soin des autres, donner quelque chose aux autres, active en réalité les mêmes circuits neuronaux de la récompense que lorsqu'on reçoit quelque chose soi. La sensation de bien-être et de chaleur. Alors, ils appellent ça le warm glow, je ne sais pas comment le décrire autrement, qu'on ressent à ce moment-là est lié à la production d'endorphines. Oui, la même hormone qu'après l'orgasme, oui, tout à fait. Sauf que souvenez-vous, je m'adresse ici à des thésards, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas 10 balles à claquer chaque jour pour arriver à sortir du lit. Donc, pendant un temps, la solution que j'avais trouvée pour ça, on y revient juste après. C'était le don gratuit. Non, j'ai rien bu. Petit flashback, il y a quelques années, j'avais téléchargé l'application de Goodid qui vous permettait en fait de regarder des pubs pour pouvoir faire des dons à des associations ou des projets que vous aimez bien, toujours dans un but caritatif. Sauf que l'application, elle a fermé depuis, non sans que j'ai eu le temps d'arriver dans le top 100 des donateurs, et j'ai pas trouvé de substitut qui soit aussi ludique et facile d'utilisation pour avoir chaque matin sa petite dose d'endorphine. J'ai donc dû trouver autre chose, et c'est là que je me suis intéressée au concept de biophilie. C'est un concept qu'on doit à Edward Wilson, et qui stipule que les êtres humains ont un amour fondamental pour ce qui est vivant. C'est pour ça, entre autres, que le caritatif fonctionne bien, parce que prendre soin d'un autre être vivant nous fait fondamentalement du bien. Et donc, pour commencer la journée sur une note positive et qui vous aide réellement à vous tirer du lit, c'est ça que j'avais envie de vous proposer, prendre soin d'un être vivant. Ça peut être pour promener le chien, pour nourrir le chat, s'il ne vous a pas levé lui-même avant, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un animal domestique pour ça. Ne prenez jamais un animal domestique si vous n'avez pas les moyens ou la place de l'entretenir et de subvenir à ses besoins. Ça ressemble à une peluche, ça n'en est pas. Ça peut aussi être remettre quelques graines dans une mangeoire à oiseaux que vous mettez sur le bord de votre fenêtre, arroser un ficus, regarder pousser des plantes dans votre potager d'intérieur ou simplement planter 2-3 trucs dans une jardinière de balcon pour voir les abeilles arriver. Comme d'habitude, pensez d'abord à vous, faites en fonction de votre place, de vos moyens, de votre rythme, mais choisissez de chouchouter quelque chose de vivant. Une fois que le cerveau et l'organisme sont à peu près en état de marche et que le doctorant larve devient un doctorant vertical, il reste une espèce de chrysalide moche, à savoir le lit dans lequel on a passé la nuit. Si le lit en question est encore occupé par un autre être humain à ce moment-là,
c'est son problème. Si ce n'est pas le cas, et même si la tentation est grande, parce qu'on vient de se lever, parce qu'on a la flemme, parce que ça n'est pas si important que ça au final, eh ben c'est bien de prendre quelques minutes pour faire son lit. Alors oui, je sais, on se recouche dedans le soir même, et au final, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Mais il faut bien se rappeler que le thésard vit et travaille dans des très petits espaces dans lesquels tout ce qui traîne fait très vite désordre. Et le désordre a un impact réel sur votre stress, sur votre capacité à réguler vos émotions et sur votre santé mentale en général. On a quelques études qui ont établi un lien entre le fait de faire son lit et celui de vivre dans le désordre, même si on ne sait pas trop qui est l'œuf ou la poule dans cette histoire. Ce qui semble établi, c'est que ce premier petit geste de la journée est important pour vous aider à maintenir le reste à flot. C'est tout particulièrement essentiel si jamais vous travaillez chez vous et que chez vous, c'est une seule pièce. Parce que pour le coup, on a des études qui montrent que le désordre est particulièrement délétère pour votre concentration et ça va flanquer tout le reste de votre journée par terre. Enfin, pensez à votre fin de journée, au moment où vous allez revenir et où vous allez vous coucher, car là aussi, l'état de votre lit aura un impact sur la qualité de votre sommeil. Il y en a d'autres. On en parlera en particulier dans les épisodes 12, 16, 18, 19 et 20. Ouais, on a prévu des épisodes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tous les liens des études et les références que j'ai mentionnées sont en description. N'hésitez pas à les consulter si vous voulez en apprendre plus sur un détail ou un point précis. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour le prochain épisode.